Chaka voulait avant tout se venger des humiliations que sa mère avait subies et de la manière dont il avait été traité. Les Zoulous ont particulièrement été admirés, surtout par leur technique guerrière. Le peuple Zoulou est particulièrement craint en Afrique du Sud à cause de la violence qui a été déclenchée pendant les guerres intra-africaines qui se sont déroulées à cette époque-là. Chaka n'hésitait pas à mettre à mort des centaines de milliers de gens pour prouver effectivement que c'était lui le maître de la région. La technique de Chaka consistait, à prendre tous les jeunes gens qui acceptaient, de renoncer à leur langue et à leur tradition au sein de son armée. On considère que presque 1000 km ont été parcourus par les ennemis de Chaka pour essayer d'échapper, à sa puissance et à la violence de ses combats. Certains historiens disent qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont été soit dispersées, soit tuées. Si en Europe, aux États-Unis, on a gardé le nom des Zoulous, c'est aussi dû à cette manière de se battre des Zoulous qui était particulièrement redoutée de la part de leurs adversaires. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast qui raconte l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Je suis Régis Abiola et pour ce second épisode, je suis toujours accompagné de Brice Boussari, historien franco-béninois. Aujourd'hui, on va parler de Chaka, un chef de guerre qui a unifié par le sang le peuple zoulou dans le sud de l'Afrique, mais aussi complètement chamboulé la carte de la région par ses guerres et ses conquêtes. Mais avant de parler de Chaka, comme l'Afrique australe, c'est une région qu'on connaît assez peu dans le monde francophone, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte historique et géographique de cette région au XIXe siècle, au moment où Chaka apparaît? Alors, Chaka apparaît effectivement au XIXe siècle, mais il faut remonter, au XVIIe siècle pour savoir dans quel contexte apparaît Chaka. À partir donc de la découverte du Cap de Bonne-Espérance par les Portugais, les Européens se sont installés dans la région de la montagne du Cap, au sud de l'Afrique. Et essentiellement, ce sont des Hollandais qui voulaient trouver, de confession plutôt protestante, calviniste, qui voulaient trouver, une terre où ils pouvaient, s'installer de manière durable sans être contraints par d'autres populations européennes, effectivement, à une migration ou à des déplacements de population. Donc ils se sont installés dans cette région-là, du Cap, et à partir de là, ils ont progressivement refoulé vers l'intérieur les populations qui vivaient dans cette région. Essentiellement les populations qu'on appelle Khoikhoi ou Khoisan, qu'on appelle aussi Otanto. Et ces Otanto, avec lesquels ils ont vécu pendant quelques temps, ont été progressivement refoulés vers l'intérieur du continent. Donc on a eu des populations blanches européennes qui s'installaient au sud, et il y a eu donc de la part des populations noires qui venaient, du centre de l'Afrique et qui allaient vers le sud de l'Afrique, un contact entre deux groupes qui avaient tout simplement des ambitions différentes. Des Européens voulant s'installer dans cette région-là, et surtout le mode d'expansion des Européens était à ce moment-là dicté essentiellement par la manière dont ils organisaient, la transmission de l'héritage. Par exemple, les familles bourgs donnaient à chacun des enfants une partie de l'héritage, une partie de la terre. Donc les bourgs, c'est les paysans. Ce sont les paysans, ce sont les Hollandais qui se sont installés dans la région du Cap. Et ces Hollandais, partageaient entre tous leurs enfants mâles leurs terres, ce qui obligeait les plus jeunes à aller vers l'intérieur dans la mesure où les terres étaient de plus en plus réduites. Et en allant vers l'intérieur, ils repoussaient sur leur chemin les populations Khoisan ou Otanto. Et ces populations Khoisan ou Otanto repoussaient aussi, bien sûr, les Xhosa qui étaient les populations installées dans cette région-là aussi. Donc, le contact entre les Européens et les populations traditionnelles vivant en Afrique, a été l'une des causes de l'apparition de tensions entre les Noirs et les Blancs dans cette région d'Afrique du Sud.
Donc on a les blancs qui sont principalement installés dans le sud et qui montent vers le nord, et l'inverse, les populations noires qui, elles, descendent. Ils descendent plutôt vers le sud. Ils descendent vers le sud et donc se heurtent, disons, aux populations blanches qui, elles, voulaient aller vers le nord et agrandir, disons, leur possession. Et donc c'est ça qui crée effectivement le contact entre les blancs et les noirs et surtout les tensions raciales entre blancs et noirs dans cette région. Et dans ce contexte-là, en fait, qui est Chaka et à quelle époque il apparaît? Alors, Chaka est le fils d'un chef traditionnel zoulou qui s'appelle Sengaga Kona et d'une femme qui s'appelait Nandi, mais les deux n'étaient pas mariés. Donc Chaka est plutôt un enfant illégitime et le fait qu'il soit un enfant illégitime, il a été très longtemps, très souvent en but aux moqueries de la part de ses compatriotes, des membres du clan de son père. Il a été maltraité, il a été assez mal considéré et cela l'a poussé à aller donc chez un des maîtres de son père, Dingiswayo, qui était donc le chef d'un clan qui était supérieur, disons, au clan du père de Chaka. Et c'est chez Dingiswayo qu'il a appris donc à se battre. Et à la mort de Dingiswayo, eh bien, Chaka devient le chef de son armée. Et il devient, disons, le chef de la tribu du clan. Et à partir de la mort de son père à lui-même, eh bien, il va prendre la tête du clan de son père et va organiser, disons, à sa manière, la manière de se battre des Zoulous. Et du coup, il a une enfance assez difficile, en fait. Il a eu une enfance assez difficile, il a été maltraité, et d'ailleurs, les traditions disent qu'il aurait été, comment dire, un enfant qui, en raison de la manière dont il avait été traité, a été soutenu par une sorcière qui lui aurait donné la force de se battre contre les membres du clan de son père qui voulaient donc se débarrasser de lui. Et à quoi correspond la province du Natal dans laquelle il grandit? Alors, la province du Natal est située donc au sud-est, au centre-est ou au sud-est de l'Afrique du Sud, essentiellement au centre-est. Et cette province du Natal, elle est comprise entre deux territoires qui sont des enclaves au sein de l'Afrique du Sud, le Lesotho et l'Eswatini. Voilà, donc c'est surtout au centre-est de l'Afrique du Sud. Donc l'Eswatini, c'est ce qu'on appelait jusqu'à récemment le Swaziland. Voilà, c'est l'ancien nom du Swaziland qui est devenu Eswatini. Voilà, et donc c'est dans cette région-là, le Natal, qui actuellement s'appelle le KwaZulu-Natal, que Chaka a développé son empire et à partir de là, donc, a essayé de conquérir le plus de territoire possible. Et puisque Chaka se revendique comme un Zoulou, qui sont les Zoulous et qu'est-ce qu'ils représentent à l'époque? Alors, les Zoulous sont un groupe ethnique appartenant à la grande famille d'Ngoni. La grande famille d'Ngoni sont un groupe, disons, ethnique qui descend des Bantous. Les Bantous même sont l'ensemble des populations africaines qui sont situées, disons, entre le sud du Nigeria et l'Afrique australe. Donc c'est un très grand groupe ethnique. Et Chaka était membre du clan d'Ngoni qui sont constitués donc de plusieurs tribus qui sont souvent en guerre les unes avec les autres, mais qui parlent presque toutes la même langue. Elles se comprennent assez facilement. Et Chaka appartenait donc à ce groupe d'Ngoni et il va essayer donc d'étendre sa puissance sur l'Ngoni, mais il va essayer aussi de vaincre militairement d'autres groupes comme les Xhosa, comme les Soto, qui étaient donc les membres des tribus qui vivaient donc en Afrique du Sud. Et finalement, si on revient sur le parcours de Chaka, comment est-ce qu'il devient un chef de guerre respecté? Alors, Chaka devient un chef de guerre respecté par la manière dont il va organiser son armée. Il va d'abord mettre en place une conscription, c'est-à-dire que tous les jeunes gens qui ont un certain âge seront donc recrutés pour faire partie de l'armée de Chaka. Et cette armée qu'on appelle INPI sera organisée donc en groupe, en classe d'âge. Cette armée sera essentiellement donc
armés de lances. Alors les lances traditionnelles des Zoulous étaient des lances très longues. Eh bien, Chaka va tout simplement demander à ce que ces soldats aient maintenant des lances beaucoup plus courtes. Et ces lances qui étaient des armes de jet vont devenir plutôt des armes de combat corps à corps. Les tribus, donc les soldats plutôt de l'armée de Chaka, vont tout simplement transformer les armes qu'ils utilisaient traditionnellement eh bien, en armes de combat au corps à corps. Et il va renforcer par exemple des boucliers qu'utilisaient ces soldats. Les soldats de Chaka qui se battent donc en première ligne sont suivis par des jeunes gens qui, eux, vont souvent, ont pour rôle, disons, d'apporter à manger de la nourriture aux soldats de Chaka. Et surtout, ils auront aussi pour mission d'éventrer les soldats qui sont blessés ou ceux qui sont mourants, parce que les Zoulous sont convaincus que c'est dans le ventre des soldats que réside, disons, la force vitale, leur âme, pour leur permettre aux âmes de prendre leur envol. Chaka va aussi, tout simplement, eh bien, organiser la tactique militaire. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que son armée est divisée en quatre groupes de soldats. 2 groupes sont situés sur les côtés en forme de cornes pour essayer d'encercler, disons, l'ennemi. Et les soldats les plus aguerris sont à l'arrière et ils attendent leur heure pour fondre sur l'ennemi. Et donc cette manière donc, de se battre, qui n'a pas été inventée par Chaka, mais qu'il a repris à son compte, a permis, disons, de vaincre militairement la plupart des ennemis de l'armée de Chaka. Bon, on comprend que du coup, il vaut mieux éviter de les croiser sur son chemin, mais on peut se demander, c'est quoi finalement ces buts de guerre? Qu'est-ce qui motive Chaka, à ton avis? Alors, je crois que Chaka voulait avant tout se venger des humiliations que sa mère avait subies et de la manière dont il avait été traité par les membres du clan de son père. Et donc, je pense que Chaka voulait avant tout montrer qu'il était devenu un homme puissant et il voulait aussi tout simplement montrer sa puissance et la manière dont il se battait prouvait souvent qu'il tenait en tout cas à humilier ses adversaires, à leur montrer que maintenant il n'était plus le Chaka peut-être qu'ils avaient connu à leur début et qui était un homme faible dont on pouvait se moquer. Et comment il progresse et quelles sont les conséquences de ces différentes victoires militaires? Alors, les victoires militaires de Chaka ont eu comme conséquence ce que les Zoulous eux-mêmes ont appelé tout simplement le Mfekan. Le Mfekan, c'est la dispersion violente de toutes les populations noires qui étaient situées donc en Afrique du Sud vers le nord. On considère que presque 1000 km ont été parcourus par les ennemis de Chaka pour essayer d'échapper, disons, à sa puissance et à la violence de ces combats. Et certains historiens disent qu'il y a près plus d'1 million de personnes qui ont été soit dispersées, soit tuées par les guerriers de Chaka. Ce que les ennemis de Chaka lui reprochent, c'est sa violence et la manière dont il traitait ses ennemis, qui était une manière particulièrement horrible, dans la mesure où Chaka n'hésitait pas à mettre à mort des centaines de milliers de gens pour prouver effectivement que c'était lui le maître de la région. Donc la plupart des clans Ngoni, les Soto, les Kosa, les Swazi, eh bien, se sont dispersés dans toute l'Afrique du Sud avec le Mfekan, avec les guerres que Chaka a menées à cette époque-là. Et en fait, le terme Fekan, ça signifie mouvement tumultueux de population en Zoulou. Voilà, ça signifie mouvement tumultueux de population, dispersion c'est le terme qui est utilisé souvent pour désigner, disons, les conséquences des conquêtes de Chaka sur les ennemis du clan des Zoulous. Et en même temps, il supprime les vieillards, mais il intègre quand même les femmes et les jeunes dans son peuple. Voilà. Disons que la technique de Chaka consistait, disons, à prendre tous les jeunes gens qui acceptaient, disons, de renoncer à leur langue et à leur tradition au sein de son armée. Les femmes étaient mariées, disons, aux gens du clan des Zoulous, et les vieux
étaient souvent massacrés parce qu'ils étaient inutiles. Et donc tous ceux qui acceptaient d'entrer dans le clan de devenir Zoulou, en abandonnant leur tradition et leur langue, eh bien, étaient acceptés. Sinon, les autres étaient éliminés physiquement et voilà. Et surtout, avec cette manière de procéder, eh bien, beaucoup de populations, pour avoir la vie sauve, ont accepté, disons, d'entrer dans le clan Zoulou, entrer dans l'ethnie Zoulou. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au bout après 4 ans, après sa première campagne, il a à peu près acquis un territoire qui équivaut à peu près un tiers de la France. Oui. Donc, la question que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui a précipité sa chute? Alors, ce qui a précipité la chute de Chaka, je crois que c'est essentiellement la violence dont il a fait preuve à l'égard de son clan et même à l'égard des autres groupes ethniques. Par exemple, on dit que lors de la mort de la mère de Chaka, eh bien, près de 7000 personnes ont été exécutées. Donc, ce qui prouve effectivement que Chaka n'était pas un homme, disons, prêt à faire des concessions et qui pouvait se montrer particulièrement violent même à l'égard de personnes. Son propre peuple, quoi. Ouais. À l'égard de son propre peuple. Donc, ce qui a été à l'origine, disons, de la mort de Chaka, ça a été une sorte de complot qui a été ourdi par ses demi-frères, puisqu'il faut savoir que les Zoulous étaient souvent polygames, et donc son père avait plusieurs épouses, et donc ces demi-frères se sont ligués contre lui pour essayer donc de se débarrasser de lui. En particulier donc Dingaan et Malangan qui ont été ses demi-frères qui, avec sa tante Kabaï et un homme de confiance qui s'appelait Mbopa, ont réussi donc à tuer Chaka et à se débarrasser de lui de cette manière. Et au vu de son impact, quel héritage il a laissé dans l'histoire? Alors, on connaît essentiellement l'histoire de Chaka grâce à un récit écrit en Soto, donc par Thomas Mofolo. Thomas Mofolo. C'est un écrivain qui vivait chez des séminaires. C'était un homme qui travaillait dans une mission. Il travaillait chez Soto. C'est voilà, ça, c'est donc un autre peuple, quoi. Voilà. Donc, donc c'est un peuple qui a eu à subir de la part de Chaka, en tout cas, la violence des Chaka. Donc le roman qui a été écrit en langue Soto, et ce premier roman a servi de base à tous les autres récits qui par la suite ont été écrits sur Chaka. Il y a eu des traductions du roman de Thomas Mofolo dans presque toutes les langues, langues européennes, et c'est à partir du roman de Thomas Mofolo qui a été publié donc en 1925 que l'histoire de Chaka est connue. Et cette histoire de Chaka a beaucoup divisé les Africains et les Européens. Les Européens le considérant comme quelqu'un de particulièrement violent, d'un homme, disons, qui a massacré une bonne partie de ses adversaires, de ses ennemis politiques, et les Africains le considérant comme un héros de l'histoire africaine. Et donc, dans l'histoire de l'Afrique du Sud, eh bien, le rôle la place de Chaka est une place très, très discutée. Par les Blancs, il est rejeté, et par les Noirs, il est considéré comme étant un personnage tout à fait important de l'histoire africaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son nom, il est assez aussi cité par la diaspora en fait africaine, puisque même aux États-Unis, par exemple, il y a le Afrika Bambaataa qui est le fondateur de la nation Zoulou à New York, donc c'est un peu le berceau du hip-hop et un des premiers mouvements vraiment qui vantait un petit peu l'esprit originel du hip-hop, qui a en fait pris son nom en s'inspirant d'un chef zoulou qui s'appelait Bambaataa et qui avait mené une révolte contre les Britanniques. Donc aujourd'hui c'est un personnage qui est dans la tourmente parce qu'il est accusé aujourd'hui d'abus sexuels sur mineurs, mais ça a été pendant longtemps quelqu'un qui était assez important dans le mouvement hip-hop, quoi. Et c'est intéressant de voir que c'est un nom du coup qui est directement inspiré de ce peuple d'Afrique du Sud, quoi. Oui, je crois que les Zoulous ont particulièrement été, admirés, surtout par leur technique guerrière. C'est un peuple guerrier, c'est un peuple qui a réussi même à vaincre en 1879 les Européens lors d'une fameuse bataille
qui s'est déroulée donc en Afrique du Sud pendant la conquête britannique. Voilà. Et donc, au cours de cette bataille, effectivement, les Zoulous ont réussi à vaincre militairement les Britanniques. Voilà. Et donc, cela prouve effectivement que, disons, la vaillance des guerriers Zoulous au combat était assez redoutée de par la recherche systématique du corps à corps avec les soldats britanniques. Par exemple, ils se battaient au corps à corps, ils se sont battus au corps à corps contre les soldats, contre les guerriers africains des autres ethnies. Et d'ailleurs, on raconte beaucoup que les Zoulous, même quand ils ont des armes à feu, eh bien, ils ne savent pas les utiliser parce qu'ils ferment les yeux au moment de tirer, ce qui fait qu'ils ratent souvent leur cible. Et que eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est affronter militairement leurs ennemis les plus proches en se rapprochant le plus possible. Voilà. Et donc, le peuple zoulou est particulièrement craint en Afrique du Sud à cause de la violence qui a été déclenchée pendant les guerres intra-africaines qui se sont déroulées à cette époque-là. Et donc, si en Europe, aux États-Unis, on a gardé le nom des Zoulous, eh bien, c'est aussi dû à cette manière de se battre des Zoulous qui était particulièrement redoutée de la part de leurs adversaires. Et est-ce que Chaka il peut être considéré tout seul comme étant à l'origine du Mfekan, justement, malgré Alors, sa violence? C'est une question qui a été effectivement souvent débattue. Certains historiens considèrent que même sans Chaka, il y aurait eu peut-être une dispersion des populations en raison de l'avancée donc vers le nord des populations européennes qui cherchaient à agrandir leur territoire. Mais la violence déclenchée par les guerres zoulous a quand même accéléré le mouvement. Donc le Mfeka n'aurait peut-être existé, mais il n'aurait pas pris peut-être la même ampleur que celle qu'on a constatée de par l'expansion des Zoulous dans toutes les directions où ils ont pu, en tout cas, se disperser. Allez. Le rôle de Chaka en Afrique du Sud est très disputé entre les Blancs et les Noirs, mais il faut savoir quand même que malgré tout, eh bien, ce nom, le nom de Chaka, a été donc donné à des monuments. Par exemple, l'aéroport international de la ville de Durban, eh bien, porte le nom de King, aéroport international King Chaka. Chaka Zulu est le nom qui a été donné aussi à un album du groupe Ladysmith Black Mambazo, qui sont des chanteurs sud-africains qui chantent a cappella et qui sont assez connus. Ils ont participé à beaucoup de festivals, disons, hors du continent africain. Et le royaume Zoulou en Afrique du Sud est toujours un royaume très puissant, puisque les successeurs de Chaka, actuellement encore, il y a un roi des Zoulous, et ce roi des Zoulous est reconnu par la constitution sud-africaine actuelle. On retrouve aussi même le nom de Chaka dans des jeux vidéo. Par exemple, dans la série Civilisation, eh bien, il y a un roi, un dirigeant qui s'appelle Chaka. Donc, c'est un nom, en tout cas, qui ne laisse personne indifférent. Il y a même un monument qui existe dans le KwaZulu-Natal qui est, disons, dédié à Chaka. Et du coup, tu l'as déjà un petit peu mentionné, mais aujourd'hui, finalement, c'est quoi la place des Zoulous dans la société sud-africaine? Est-ce qu'ils représentent encore beaucoup de gens? Alors, actuellement, effectivement, les Zoulous, alors, ils sont à peu près 11 millions sur une population qui fait presque 60 millions d'habitants. Et pendant très longtemps, il y a eu une opposition entre les Zoulous et l'ANC, le parti de Nelson Mandela. En particulier, l'un des chefs des princes Zoulous, qui s'appelait donc Mangosuthu Buthelezi, et qui est plus connu aussi sous le nom de Gacha Buthelezi, avait créé un parti qui s'appelle Inkatha Freedom Party, et ce parti était souvent opposé, disons, à l'ANC, parce qu'il se voulait un parti, disons, anticommuniste, foncièrement anticommuniste. Et donc, en raison de son anticommunisme, eh bien, il s'est opposé à l'ANC pendant toute la durée, en tout cas, de l'apartheid. Et le prince Buthelezi, qui était le chef de ce parti, avait donc déclenché des émeutes
contre l'ANC, contre les Noirs, disons, au moment de l'indépendance, au moment où Blancs et Noirs se mettaient d'accord pour l'accession, disons, à la fin de l'apartheid, voilà, pour essayer de le calmer. Nelson Mandela a accepté qu'il devienne, disons, le ministre de l'Intérieur de l'Afrique du Sud, et il est resté ministre de l'Intérieur pendant presque 10 ans, de 1994 à 2004. Et donc, Buthelezi était membre de la famille royale du roi Zoulou. Il était cousin du roi Zoulou qui vivait à l'époque. Et actuellement encore, au moment de la mort de l'avant-dernier roi, qui s'appelait donc Godwill Zwelithini, eh bien, il y a eu, en tout cas, des difficultés entre les Zoulous et le gouvernement parce que il y avait une contestation assez affirmée de la part de la femme légitime de la première femme de Godwill Zwelithini, qui ne voyait d'un très mauvais œil que ce soit le fils d'une des favorites qui devienne le roi des Zoulous. Le gouvernement, en tout cas, n'est pas intervenu dans cette affaire. Il a laissé, disons, la Cour suprême trancher, et la Cour suprême a accepté, en tout cas, que ce soit ce fils de la favorite du dernier roi qui devienne donc le roi des Zoulous. Donc la tradition guerrière... Une guerre de succession aussi. Voilà, une guerre de succession qui effectivement a eu du mal, disons, à se calmer, à s'apaiser. Ouais. À s'apaiser. Mais les Zoulous sont en tout cas toujours redoutés en Afrique du Sud de par leur tradition guerrière et par la violence qu'ils sont capables de déclencher à l'égard des autres groupes ethniques. Très bien. Brice, merci à toi pour cet épisode. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mémoire d'éléphant. Si vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!